Aujourd'hui, à travers la blockchain, il est possible d'investir dans l'or des entreprises cotées en bourse, comme par exemple Tesla ou encore Nvidia, et même d'investir dans la dette américaine, mais on peut également investir dans l'immobilier, prendre une petite part d'un bien et profiter des loyers qui seront perçus tous les mois ou tous les trimestres, ou encore investir dans des droits un peu plus spéciaux ou atypiques, comme par exemple des droits musicaux, investir dans votre musique préférée et toucher à la fin du trimestre des revenus issus des streams, c'est-à-dire des écoutes Spotify des autres utilisateurs. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va parler des Real World Assets, c'est-à-dire les actifs du monde réel qui sont tokenisés et dont certains droits peuvent être échangés à travers la blockchain. On va voir dans cette vidéo comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les avantages, que ce soit pour une entreprise de tokeniser un actif, mais aussi pour ceux qui l'achètent et pour les investisseurs qui choisissent de passer par ces tokens pour obtenir ces droits. On va parler des risques, c'est encore relativement jeune, et surtout des choses qu'il faut absolument avoir en tête et les points de vigilance quand on achète pour la toute première fois ces fameux tokens RWA. Ce domaine explose dans le monde de la blockchain. Avec presque 400% de croissance dans les volumes sur les derniers mois, c'est pour beaucoup l'avenir de la finance, ou en tout cas c'est un nouveau support qui va être adopté et utilisé de plus en plus par les investisseurs. Que ce soit le régulateur américain qui explique que c'est sa nouvelle priorité, le patron de BlackRock qui dit que c'est l'avenir de la plupart des échanges des actifs, BlackRock qui a déjà tokeniser certains de ces fonds d'investissement, le Nasdaq et certaines bourses dans le monde qui reconnaissent travailler déjà aujourd'hui dans des méthodes de règlement permettant aux investisseurs qui achètent par exemple des actions de demander à être payés sur la blockchain, jusqu'à certains pure players crypto comme AAV qui proposent déjà de déposer certains de ces actifs du monde réel et de les accepter en tant que caution pour emprunter d'autres crypto-monnaies comme des stablecoins par exemple. Si on parle de la tokenisation d'actifs du monde réel depuis déjà quelques années, c'est très clairement en 2025 que cette tendance s'accélère. Il était temps de faire le point. Bon, premièrement, comment est-ce que ça fonctionne? Il faut bien l'avoir en tête, il y a une vraie différence entre ce que l'on achète quand on achète par exemple une action et ce que l'on achète quand on achète une action tokenisée. Et de manière plus générale, dans le monde de la tokenisation d'actifs réels, il y a très souvent une vraie différence entre ce que les gens pensent acheter et ce qu'ils achètent réellement. Et c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur les termes de ces achats. Prenons un exemple très simple. La plupart des gens pensent qu'en achetant de l'or tokenisé, si vous achetez par exemple 100 unités, 100 tokens qui représentent 1 gramme, il y a quelque part dans le monde un coffre avec 100 grammes d'or et une étiquette avec votre nom dessus. Vous vous en doutez bien, ce n'est pas le cas. La plupart du temps, quand on achète un actif du monde réel, il y a deux schémas de flux les plus courants. Le premier, c'est un droit économique, c'est-à-dire que l'on va acheter un droit sur une partie de la réserve d'or d'une entreprise. Cette entreprise étant la contrepartie qui vient détenir et conserver l'actif. Le second schéma, qui est beaucoup plus utilisé dans certaines tokenisations comme la tokenisation immobilière, c'est un schéma où l'on détient directement des droits, non pas sur l'actif détenu par l'entreprise, mais sur cette entreprise elle-même. Une entreprise a un immeuble, vous avez acheté 1% de l'immeuble, mais en réalité, vous avez acheté des droits sur 1% des actions de l'entreprise qui elle-même détient le bien. Ça peut paraître un petit peu barbare comme ça, mais c'est très important de se le rappeler parce que ça montre l'importance de la crédibilité de l'entreprise en question. Ce droit, qui a été lié à un token que vous avez acheté, n'a de valeur que si l'entreprise est crédible et que si elle détient bel et bien la ressource, c'est-à-dire la réserve qu'elle prétend avoir. Dans mon exemple, de l'or ou un immeuble. Et si tout cela est possible, c'est parce que la loi le permet. La loi permet de donner un droit à un token, un jeton qui circule sur la blockchain par rapport à une entreprise, que l'on appelle une personne morale. Si vous voulez investir dans cet écosystème, concentrez-vous donc sur des entreprises qui sont sérieuses, qui sont dans des pays qui font respecter le droit aux consommateurs et dans lequel les contrats ont une valeur légale. La deuxième chose importante à avoir en tête, c'est la méthode de règlement. Imaginons que vous achetiez un token qui vous donne un droit économique sur une action. Ce droit économique, c'est la détention de l'action, donc sa valeur, mais également le droit aux bénéfices, c'est-à-dire aux dividendes que l'entreprise va verser chaque année par exemple. Il y a deux types de modes de règlement. Le premier, c'est un mode traditionnel de distribution. Si vous avez dans votre portefeuille crypto le token qui représente l'action, l'entreprise qui l'a émise et qui l'a distribuée sur la blockchain va vous envoyer les dividendes qui vous reviennent quand ils ont été payés, généralement en stablecoin par exemple. Le deuxième mode de règlement, c'est un mode d'incrémentation, c'est-à-dire que quand des dividendes vont être payés, le token que vous avez va augmenter sa valeur. C'est-à-dire que quand l'entreprise va verser des dividendes, vous n'allez pas recevoir de l'argent sur le compte qui détient ce fameux token, mais c'est simplement l'action de l'entreprise elle-même qui va prendre de la valeur. Puisque votre token, en réalité, c'est la part d'une entreprise qui détient ses actions. Si l'entreprise a reçu les dividendes et que la valeur de ses actions a grossi, la valeur de votre part et donc de votre token aussi. Le tout dernier point, qui est à la fois un point qui intéresse énormément les entreprises qui tokenisent des actions, mais qui est très souvent flou,
pour les plus débutants, c'est le côté programmable d'un token et l'importance des termes que vous avez à chaque fois que vous investissez dans ce genre de jetons. Quand vous achetez une part d'une entreprise, vous avez généralement tous les droits qui y sont liés. Par exemple, si vous avez une part de Tesla, si l'entreprise Tesla prend de la valeur, votre part va se valoriser elle aussi. A l'inverse, si l'entreprise perd de la valeur, votre part vaudra moins. Jusque-là, c'est relativement simple. Mais il y a, comme nous venons de le prendre dans l'exemple, le droit au bénéfice. Si Tesla verse des dividendes, comme vous avez une part de Tesla, vous avez une part des bénéfices. Et il y a d'autres types de droits, comme par exemple le droit de vote. Tesla étant une entreprise, quand elle prend une décision, elle va consulter ses actionnaires, et les actionnaires ont droit de voter pour ou contre certaines décisions de l'entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre quand on se lance dans le monde des RWA, c'est qu'on va potentiellement acheter un token qui ne représente pas l'intégralité de ses droits. Parfois, ça peut être la valeur de l'actif, mais l'entreprise qui a distribué le token garde les dividendes. Parfois, c'est la valeur de l'actif et des dividendes, mais sans le droit de vote, par exemple. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a très souvent un monde entre ce que les gens pensent acheter et ce qu'ils achètent réellement. C'est différent de détenir une action de façon centralisée ou de détenir un token qui représente une action. Il y a un contrat, un droit spécifique qu'il faut bien comprendre pour savoir ce qu'il vous revient réellement de droit. Maintenant que vous savez comment ça marche ou comment ça peut marcher, parce qu'il y a évidemment plein de petites variantes en fonction des différentes industries et des différents actifs, parlons des avantages de la tokenisation, pour une entreprise qui en émet ou pour un investisseur qui en achète. Le premier avantage, c'est le fait de pouvoir fractionner un actif. Imaginons une entreprise qui détient un immeuble qui coûte 10 millions d'euros, elle peut émettre par exemple 10 millions de tokens, chaque token représentant 1 euro et permettant donc à des investisseurs de s'exposer à cette opération immobilière pour 15, 20, 50, 100 euros sans avoir à investir un montant beaucoup plus important. Le fait de venir fractionner en plein de plus petits morceaux un objet ou un titre beaucoup plus cher permet de faciliter la liquidité. Les plus petits investisseurs peuvent s'y exposer, ça peut créer un marché secondaire et ça permet aux gens d'acheter ou de revendre tout ou partie de ce qu'ils détiennent plus facilement. La deuxième chose, c'est que ça permet de refaire des échanges sans avoir systématiquement à repasser par exemple devant le notaire, à repayer certaines commissions et à avoir des délais incompressibles qui peuvent être très longs dans le monde traditionnel. Et ensuite, ça fonctionne 24 heures sur 24. À partir du moment où on sait qu'un jeton représente un droit, un utilisateur peut vendre son jeton, l'échanger à tout moment, vendre la moitié et conserver une partie, ce qui est beaucoup plus compliqué dans une opération immobilière traditionnelle. L'autre point, c'est le point programmable. Alors ça peut être un désavantage, comme je vous l'ai dit, parce qu'on peut acheter quelque chose sans détenir réellement tout ce que l'on croit détenir, mais ça permet par exemple à un entrepreneur de vendre une part du capital de son entreprise, de récupérer de l'argent pour se financer par exemple, mais sans avoir à céder le droit de vote qui vont avec le capital. Droit de vote qui très souvent n'intéresse pas l'actionnaire veut juste s'exposer à la valeur de l'entreprise et potentiellement à son droit au bénéfice, aux dividendes, mais sans avoir à prendre de décision sur le contrôle de l'entreprise. Ce côté programmable offre plus de flexibilité dans le monde du financement. On entend souvent que ça permet d'unifier un marché mondial où n'importe qui peut acheter n'importe quel token, quelle que soit sa position dans le monde. Techniquement, c'est vrai. Suffit d'être connecté à la blockchain et suffit qu'un protocole de finance décentralisée propose une pool de liquidité dans lequel il y a ces actions et vous pourriez potentiellement échanger des Ethers contre une action Nvidia ou en tout cas un token qui représente certains droits d'une action Nvidia. Mais attention, point de vigilance ici. Dans certains pays, le droit sur la tokenisation est très clair, et il n'y a que certains investisseurs éligibles. Parfois, seuls les Européens ou les investisseurs qui ne sont pas aux États-Unis peuvent accéder à un actif. Parfois, à l'inverse, il faut être un investisseur confirmé et répondre à certains critères pour avoir le droit de l'acheter. Ce que je veux vous dire par là, c'est que ce n'est pas parce que vous pouvez l'obtenir sur la blockchain que ça vous donne tous les droits qui vont avec. Bien que ce soit sans frontières techniquement, la réalité, c'est que la plupart du temps, quand vous passez par une plateforme, vous devez faire votre KYC, c'est-à-dire fournir vos documents d'identité, prouver que vous êtes un investisseur éligible avant que l'entreprise vous distribue le jeton que vous êtes venu acheter. Et c'est très important de le savoir, car on peut parfois choisir la facilité et vouloir acheter ce token directement dans la blockchain, dans un échangeur décentralisé, sans passer par le chemin traditionnel et fournir tous ces documents d'identité. C'est vrai. Par contre, attention, si un jour vous voulez vendre cet actif et que vous n'arrivez pas à le vendre dans la blockchain, la seule entreprise qui garantit réellement la contrepartie, c'est celle qui l'a émise. Et si elle se rend compte au moment où vous voulez vendre que vous n'étiez pas un investisseur éligible, vous allez peut-être perdre ce droit, et donc perdre la valeur qui est liée au jeton. C'est pourquoi vous verrez systématiquement, quand on parle d'actions tokenisées par Ondo par exemple, ou de fonds monétaires, que ce soit des fonds de BlackRock ou encore distribués par Spyco en France, vous verrez qui sont les investisseurs éligibles à la détention de ces tokens. Hormis ça, ça ouvre des opportunités qui sont folles, parce que vous pouvez céder ces actifs à d'autres investisseurs éligibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et quelle que soit leur position géographique. Vous
pouvez le faire nuit et jour sans avoir systématiquement à demander une autorisation et à patienter. Et comme je l'ai dit en introduction de vidéo, certains protocoles comme AAV acceptent déjà ces tokens comme caution. Là où le prêt lombard existe pour certaines fortunes, c'est-à-dire que dans les banques privées, il est possible d'immobiliser certains de ces titres, comme des actions que l'on détient, afin d'obtenir un prêt en dollars ou en euros pour faire d'autres opérations financières. Grâce à la tokenisation, n'importe quelle personne peut le faire pour de très petits montants. Mettre 1000 ou 2000 dollars d'un fonds monétaire tokenisé sur AAV en caution, afin d'obtenir 500 ou 700 dollars de stablecoin pour faire une autre opération financière. C'est déjà possible à l'heure où je vous parle, et ça intéresse tout aussi bien les banques, qui vont pouvoir contracter beaucoup plus vite, sans nouvelles paperasses, sans administratifs supplémentaires, et des fois même sans avoir été consultés par leurs clients, qui vont pouvoir eux-mêmes choisir où est-ce qu'ils vont mettre en caution les titres qu'ils ont, afin d'emprunter autre chose. Le dernier point dans les avantages, c'est la transparence. Le fait que tout se fait sur la blockchain, c'est très facile de suivre le registre de qui détient quoi. Alors attention, la transparence on-chain ne veut pas dire transparence sur les ressources et les réserves que détient réellement cette entreprise, mais ça permet d'avoir une vision exacte des échanges, des volumes et des transactions qui sont réalisées entre les personnes qui détiennent ces jetons. Bon, il y a beaucoup d'autres avantages et des fois c'est spécifique à certaines industries. Et si vous comparez l'avantage à avoir de l'or tokenisé à une part d'immobilier, des actions ou encore des droits musicaux sur Bolero, vous allez vous rendre compte que chaque industrie a des intérêts plus ou moins différents à utiliser la tokenisation. Par contre, les risques sont quant à eux à peu près tout le temps les mêmes. Le premier risque, et c'est toujours la même chose, c'est celui de la contrepartie. C'est bien beau qu'une entreprise ait émis des tokens sur la blockchain, qu'elle ait dit que chaque token donnait un certain droit sur un actif réel, mais encore faut-il que cette entreprise détienne réellement l'actif qu'elle distribue. Et ça, pour le coup, c'est la confiance qu'on a en l'entreprise, ces différents audits externes qui sont venus prouver qu'elle détenait réellement ses actifs, et ensuite la valeur du droit. Le vrai droit, le vrai contrat, qui vient lier le propriétaire du jeton à la réserve, l'actif détenu par l'entreprise. Mon but n'est pas de dire que certains droits valent mieux que d'autres, mais il y a naturellement aujourd'hui moins de risques d'acheter une part d'un fonds tokenisé par BlackRock sur du droit américain que d'acheter les actifs d'une petite entreprise à l'autre bout de la planète dans un pays où il n'y a pas vraiment de cadre pour la tokenisation. Le deuxième gros point, c'est la disponibilité technologique. Étant donné que votre actif s'échange sur la blockchain et que parfois la blockchain peut être par exemple surchargée, comme récemment quand il y a eu le crash des marchés où il fallait payer des centaines de dollars pour faire une simple transaction sur Ethereum. Il y a une dépendance technologique. Bien que la blockchain devient relativement stable, qu'il y a des réseaux secondaires, les Layer 2, sur lesquels circulent de plus en plus d'actifs de ce genre d'ailleurs, il faut bien le comprendre, il y a cette contrainte, on veut passer par un support technologique avec tous les avantages qu'il apporte, mais également les inconvénients et les potentiels problèmes. Faites donc attention si vous désirez investir beaucoup sur ce genre d'actifs, à les détenir sur une blockchain relativement stable et décentralisée. Dans la dépendance technologique, il y a également les oracles. Oracles comme Chainlink ou encore PIF Network, qui sont des solutions technologiques qui répercutent le prix des actifs réels dans la blockchain et vice-versa. Quand vous voyez le prix d'une action Tesla sur la blockchain Ether, c'est grâce à des oracles qui vont se sourcer sur différents marchés boursiers par exemple. Autant vous dire que si ces oracles ont un problème, même momentanément, le prix de votre titre peut varier. Si vous le détenez sur le long terme, c'est pas vraiment un problème, mais si vous l'avez mis en caution quelque part pour emprunter autre chose, ça peut déclencher des mécanismes de liquidation. Le troisième risque, c'est l'incompréhension. Incompréhension sur le droit que vous achetez, c'est-à-dire ne pas vérifier réellement quels sont les droits économiques que vous venez d'obtenir en achetant le token, et l'incompréhension sur l'éligibilité ou non de l'investisseur. Comme je vous l'ai dit, il vaut mieux être sûr que vous avez le droit d'acheter ce token pour ne pas avoir de surprise au moment où vous voudriez le revendre. Et pour terminer, et c'est un problème de jeunesse, on parle de liquidité. Il y a aujourd'hui certains protocoles qui proposent par exemple des actions des plus grosses entreprises technologiques, cotées au Nasdaq, mais il y a par exemple tellement peu de volume que si vous voulez acheter 5, 10 ou 15 actions, il n'y aura pas de problème, mais si vous voulez en acheter 100, vous allez payer l'action plus cher que dans le monde réel. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de liquidité et encore très peu de vendeurs. Ça arrive souvent sur le marché de l'immobilier tokenisé. C'est vrai que c'est beaucoup plus liquide que l'immobilier traditionnel. Mais si quelqu'un détient par exemple 30% de l'immeuble qu'on a pris en exemple au début de la vidéo, eh bien s'il veut vendre maintenant tout de suite, il y aura probablement pas autant d'acheteurs et autant de demandes. Soit il va devoir patienter pour pouvoir petit à petit vendre jusqu'à avoir écoulé les 30% de ses parts et de ses tokens, ou alors il va devoir vendre au rabais et il va vraiment faire chuter la valeur du bien en vendant d'un coup tout ce qu'il possède. Naturellement, plus il baissera son prix, plus il y a quelqu'un qui sera intéressé par acheter ses parts. Voilà pour les risques les plus importants des tokens RWA. Aujourd'hui, il y a différents types d'actifs qui sont tokenisables, mais on voit encore un peu de tout, le marché est encore en train d'essayer certaines choses, c'est pour ça que je prends souvent les mêmes exemples. On parle parfois même des stablecoins, pour certains c'est une sorte de tokenisation de la monnaie, mais ce ne sont pas réellement des real world assets.
c'est plutôt une tokenisation de monnaie fiat. Mais comme certaines entreprises qui émettent des stablecoins ont dans leurs réserves des bons du trésor, des métaux précieux, etc., c'est un sujet un peu flou et certains d'entre eux peuvent rentrer dans la catégorie des RWA. Aujourd'hui, ce qui se tokenise le plus, hors des stablecoins, ce sont des dettes. Souvent des dettes publiques, comme par exemple les bons du trésor américains, d'autres obligations d'État, et des fois même de la dette privée, émise par une entreprise, pour se financer. De plus en plus d'actions, parce que c'est là qu'il y a un vrai intérêt sur le côté programmable des différents droits que l'on veut donner ou non au titre, et le marché immobilier, que ce soit le marché locatif, que ce soit pour financer certains biens, ou même des parts de biens qui distribuent également les loyers des locataires, même si une part de ces loyers est très souvent conservée par l'entreprise qui gère les locataires, l'entretien et le fonctionnement du bien. On en voit de plus en plus sur les matières premières également, que ce soit de l'or, de l'argent ou d'autres types de matières premières. Et bien que ce soit encore les débuts, il y a de plus en plus d'actifs intangibles, que ce soit des droits musicaux ou des droits sur de la propriété intellectuelle, et même des fois des parts de certains actifs comme des œuvres d'art ou encore de vieilles bouteilles de vin. Le champ des possibles est très très large et comme je vous ai dit, chaque domaine va avoir un intérêt particulier à utiliser la tokenisation. Soyez donc prudents, investissez dans des domaines que vous connaissez déjà et où vous vous êtes préalablement bien renseigné et auprès d'entreprises et de distributeurs qui sont connus pour leur sérieux et qui sont dans des pays où le droit a une vraie valeur. Une chose est certaine, c'est plus une question de savoir si ça va se développer, mais quand est-ce que ça va se développer puisque c'est déjà en plein essor. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce ne sont pas de nouveaux actifs, mais bel et bien une nouvelle façon de distribuer tout ou partie des droits de certains actifs. C'est donc le support technologique, la méthode de règlement entre ceux qui détiennent ces différents actifs et les personnes qui veulent s'exposer et investir dedans. J'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous voulez qu'on fasse une vidéo plutôt pratique, où je prends un portefeuille, je me connecte directement dans la blockchain et je vous montre 2-3 protocoles où je suis éligible en tant qu'Européen et où je me constitue un portefeuille pour vous montrer comment acheter quelques actions en bourse, pourquoi pas faire un peu d'immobilier ou acheter d'autres types de titres. Le but étant de vous montrer concrètement comment vous pouvez mettre des actifs réels dans votre portefeuille crypto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait, mais également quel type d'actifs ou quel protocole vous aimeriez que j'utilise. Je ferai des recherches préalablement pour essayer de vous montrer les plus sérieux et on pourra volontairement visiter quelques alternatives dans ces différentes catégories. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça encourage toujours mon travail, et même à mettre un commentaire pour venir compléter, voire nuancer certains de mes propos. C'est un domaine qui est nouveau, qui va vraiment évoluer dans les années, et je pense qu'on est encore au tout début de ce qui est possible avec cette technologie. Comme d'habitude, je remonterai les commentaires les plus pertinents afin que les autres personnes qui regardent cette vidéo puissent aller regarder l'espace commentaire. C'était Asher, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.